Bonjour tout le monde, je m'appelle Omar Bounid, professeur du collège Al-Ghazali, situé à Fidamer Sultan, dans la ville de Casablanca. Aujourd'hui, je vous présente un cours contenant des activités décloisonnées. Le cours est intitulé La situation initiale et l'élément perturbateur de la nouvelle. Le cours commencera à partir d'un texte support, lequel nous allons étudier au niveau de sa forme, de sa construction, en dégageant les caractéristiques de ces deux premières étapes narratives, à savoir la situation initiale et l'élément perturbateur. Ensuite, nous allons essayer d'identifier les outils de langue investis pour la construction de ce texte support pour vers la fin essayer de rédiger un texte semblable à celui du départ, à savoir le texte support. Voilà. Donc, Plusieurs activités sont en relation ici. Donc, texte support, compréhension, langue et communication, et puis production écrite. Voilà. Les objectifs sont comme suit. Identifier les caractéristiques de la situation initiale et de l'élément perturbateur. Caractériser par le moyen de la subordonnée relative. Donc la subordonnée relative ou bien à caractère adjectival. Ensuite, identifier ou bien distinguer les temps du récit et les employer pour vers la fin, nous allons nous orienter vers la production de la situation initiale et de l'élément perturbateur. Voilà, donc à l'instar de ce qui a été appris. Voilà, pour le déroulement de la séance, nous allons partir ou bien nous allons déjà exploiter les apprentissages autonomes précédents. Donc, comme j'avais déjà donné des tâches à domicile, la semaine dernière, j'avais donné en fait via WhatsApp le texte d'aujourd'hui à lire et à préparer. Donc voilà comme prérequis pour l'étude du texte d'aujourd'hui. Donc voilà. Après, nous allons aborder le texte pour une compréhension globale, visant surtout les caractéristiques des étapes narratives en question. Ensuite, nous allons identifier les outils de langue utilisés dans le texte, à savoir, nous allons le voir, les temps du récit et les subordonnées relatives. Après, nous allons essayer de réinvestir le tout, tout ce qu'on a appris dans ce cours, nous allons le réinvestir pour pouvoir produire un texte semblable à celui du support. Voilà. Et ce sera à partir d'un synopsis
qui avait été déjà négocié pour la nouvelle ou bien pour le projet de classe portant sur la nouvelle. Donc, vers la fin de ce cours, nous allons voilà, donner de nouvelles tâches pour la séance prochaine. Donc, voilà le déroulement en gros. Nous allons commencer. Avant de commencer, je vous rappelle juste les tâches que j'avais données avant. Donc, c'est lire le texte de la séance prochaine, à savoir la séance d'aujourd'hui. Je l'avais donné sous texte. Après, relever les personnages, relever les adjectifs qualificatifs, relever les temps des verbes conjugués et savoir ou bien apprendre à conjuguer dans ces temps relevés. Voilà, pour tous les groupes. Donc voilà les tâches requises ou bien euh, des accusations prérequises. Donc je vais lire le texte. Voilà, nous allons commencer par le texte support. Voilà. En cette belle journée de printemps 1955, tout semblait tranquille dans la petite bourgade de Pont-l'Abbé. Dans la rue de la Gare, il y avait une jeune fille au visage d'une grande beauté rayonnant dans la lumière du soleil de Bretagne. Habillée du costume du village, qui paraissait n'avoir pas été lavé depuis au moins un an, elle portait sa coiffe bigoudaine sur la tête ainsi qu'une belle veste brodée de fil orange, jaune et noir. Sa jupe était blanche, avec des broderies orange aussi. Elle tenait dans ses mains un panier en osier qui contenait du linge. Ses sabots de bois claquaient sur le chemin creux en terre battue du lavoir municipal. Elle s'appelait Geneviève Lelay. Arrivée aux abords du lavoir, elle emprunta le petit pont en bois qui passait au-dessus de la rivière qui alimentait le bassin. Puis, elle descendit les petites marches de granit qui conduisaient à l'intérieur. De minces rayons de soleil perçaient l'obscurité à travers les petites ouvertures. Le bassin, d'une grande clarté, était de forme rectangulaire. Elle aimait ce silence au milieu duquel on n'entendait que le bruit du ruissellement de l'eau qui se déversait. Elle posa son panier, enleva le linge qui s'y trouvait, elle le mit sur le rebord du bassin, elle savonna les vêtements, les brossa, puis les trempa plusieurs fois dans l'eau pour les rincer. Soudain, une ombre se dissimula dans la pénombre du lavoir. Une grande personne vêtue d'une longue robe noire. Elle entra doucement sans que Geneviève s'en aperçût. Elle marcha pas à pas, car dans le silence de la demi-obscurité du lavoir, on aurait pu l'entendre. Subitement, elle sortit de la poche de sa robe un couteau de bonne taille qui scintilla à la lueur d'un rayon du soleil. Voilà donc fin du texte. Claude Sang, L'ombre du lavoir, une nouvelle de Bigouden. Donc voilà le texte est lu. Donc nous allons
Donc, essayer voilà, de relever surtout les informations situationnelles. Nous allons commencer par le genre du texte. Le genre du texte, c'est un récit narratif, une nouvelle. Son auteur, c'est Claude Song. La source du texte, L'ombre du lavoir, une nouvelle de Bigouden. Le lieu et la date de l'histoire, Pont-l'Abbé, rue de la Gare, printemps 1955. Voilà, c'est le lieu et la date de l'histoire. Donc les personnages, il y a donc le personnage principal, Geneviève Lelay, donc de qui parle le texte, et une personne qui apparaît, voilà, vers la fin de ce texte. Les portraits, donc chaque personnage a son portrait, donc surtout Geneviève, son portrait est beaucoup plus détaillé, donc c'est une jeune fille, elle est belle, en costume villageois, qui n'était pas lavé, etc. Donc son portrait est beaucoup plus donc détaillé au niveau, si vous voulez, de son apparence, au niveau donc de l'aspect vestimentaire, etc. Il y a la personne aussi, le deuxième personnage, c'est une grande personne vêtue d'une longue robe noire, donc, etc. Voilà. Donc deux portraits en fait différents. Voilà. Par quels moyens sont-ils caractérisés, ces personnages? Voilà, c'est très important de dégager ici les moyens de caractérisation. Donc, le texte a utilisé surtout des adjectifs qualificatifs. Il a utilisé également pas mal de subordonnées relatives à caractère adjectival. Donc, si vous voulez, nous allons voir certains de ces moyens. Donc, retour au texte. Voilà le texte. Voilà, donc déjà les adjectifs, donc il y en a beaucoup. Il y a des adjectifs de couleur, des adjectifs épithètes, surtout. Voilà, une jeune fille au visage d'une grande beauté. Il y a grande comme adjectif, il y a beauté comme nom. Euh, voilà, etc. Voilà, ici il y a qui paraissait, etc. C'est une subordonnée relative. Nous allons voir donc ces subordonnées, comment les identifier. Voilà. Coiffe bigouden, belle veste, etc. Orange, jaune, noir. Voilà, voilà. Euh, il y a également ici qui contenait du linge. C'est une subordonnée relative. Donc il y a pas mal de subordonnées relatives également. Voilà ici également. Qui conduisait, etc. Euh, voilà, une grande clarté. Elle émet sous silence au milieu duquel, voilà. Ici également, nous allons voir ça. Il y a au milieu duquel,
donc, etc. C'est une subordonnée relative également. Voilà, euh, qui se dit versé, c'est une subordonnée relative. Voilà, donc etc., etc., etc. Il y a beaucoup de subordonnées relatives et d'adjectifs, épithètes surtout. Voilà, donc nous allons donc retourner vers notre étude. Donc les moyens, nous venons de voir certains moyens de caractérisation, à savoir donc les adjectifs qualificatifs et les subordonnées relatives. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que la subordonnée relative? Donc, je vous ai promis tout à l'heure donc de voir comment identifier une subordonnée relative. Voilà. Pour la comprendre, nous allons donc prendre un exemple à partir du texte. Donc, à partir du texte, j'ai pris par exemple, voilà, voilà. Donc, j'ai pris cette phrase complexe. Elle tenait dans ses mains un panier, un panier, voilà, en osier qui contenait du linge. Voilà. Donc, j'ai pris cette phrase comme exemple. Nous allons donc l'étudier pour comprendre la subordonnée relative. Voilà. Voilà, donc il est là. Elle tenait dans ses mains un panier en osier qui contenait du linge. Donc c'est une phrase complexe qui contient, nous allons le voir, une proposition principale et une proposition subordonnée. Donc voilà, ce qui est en jaune, la partie en jaune, c'est la subordonnée ou bien c'est la proposition principale. On ne peut pas la supprimer, mais si vous voulez, elle a un sens en elle. Et il n'a pas besoin d'autres, si vous voulez, d'autres propositions pour qu'elle soit comprise. Alors que le reste, qui contenait du linge, c'est juste une subordonnée. Donc elle vient juste pour déterminer ou bien pour caractériser surtout son antécédent. Donc voilà, c'est le nom qualifié ici. Voilà. Donc ce qui est en vert, c'est la subordonnée relative. Il commence par le pronom relatif qui. Voilà. Qui, c'est le pronom relatif. Donc la subordonnée relative est introduite par un pronom relatif comme qui, ici. Un panier nous dit ici, c'est l'antécédent. Donc l'antécédent, pour l'identifier, c'est toujours le nom ou bien le groupe nominal qui, voilà, qui précède le pronom relatif. Voilà. Donc, ce que je viens de dire, le voici. Donc, ce qui est en jaune, c'est la proposition principale. Ici, l'antécédent, le pronom relatif. Ce qui est en vert, c'est la subordonnée relative qui commence à partir du pronom relatif. Voilà. Donc la fonction de ce pronom relatif, c'est
le sujet, il prend la même fonction grammaticale que son antécédent. Et en français, le pronom relatif qui, c'est toujours sujet. Voilà. Donc, cette subordonnée relative qui est en vert, on peut bien la remplacer par un adjectif. Parce qu'ici, elle a un caractère, elle a un rôle d'adjectif. Donc, on peut dire, par exemple, elle tenait dans ses mains un panier en osier contenant, au lieu de dire, au lieu de dire, au lieu de dire qu'il contenait, au lieu de dire qu'il contenait du linge, on peut dire contenant du linge, tout simplement. Voilà. Donc ici, je vous donne d'autres pronoms relatifs. Qui, si sa fonction, c'est toujours sujet. Que, c'est toujours COD. Voilà, dans n'importe quel contexte. Donc c'est facile à apprendre. Ou c'est toujours CCL, complément circonstanciel de lieu. Dont, par contre, il peut être un COI ou bien un complément de nom. Donc tout dépend du contexte. Donc les quatre premiers, qui, que, ou, dont, sont des pronoms relatifs simples. Donc il y a également des pronoms relatifs composés. Donc leur règle, c'est préposition plus lequel en genre et en nombre. Donc par exemple, si on prend la préposition à, on peut dire donc auquel, à laquelle, auquel avec X pour O et S pour quel, à lesquels, pardon, auquel avec deux L E S. Si on prend par exemple la préposition de, on peut dire donc duquel, de laquelle, desquels. Si on prend la préposition, je sais pas, sur lequel, sur laquelle, sur lesquels, euh, avec, si vous voulez, avec lesquels, avec lequel, avec laquelle, avec lesquels, par lequel, par lesquels, par laquelle, etc. Donc, n'importe quelle préposition qu'on prend ici, on ajoute juste lequel et on fait attention au genre et au nombre. Voilà. Donc voilà en gros donc la proposition relative. Nous allons encore faire un soutien après si nécessaire. Donc retournons donc à notre étude du texte support. Donc quelle est l'ambiance de vie de l'histoire? C'est très important pour surtout pour la situation initiale. Nous allons voir ceci. Donc l'ambiance de vie dans l'histoire. Voilà. Donc il y a deux, si vous voulez, deux ambiances, deux aspects, deux choses. Il y a la stabilité et il y a la stabilité et la perturbation. Donc la stabilité, les mots qui la montrent dans le texte, il y a belle journée, tout était tranquille, Geneviève aimait ce silence, etc. Donc ceci n'est qu'une ambiance, si vous voulez, une ambiance équilibrée, une bonne ambiance, une situation, si vous voulez, euh, normale, voilà, vécue par Geneviève jusqu'ici. Pour délimiter donc cette stabilité, il commence à partir de en 7 jusqu'à les rincer. Donc, je vais voir le texte vite fait pour vous montrer donc cette délimitation.
Euh, pardon. Donc voilà le texte. Donc cette stabilité commence du début en fait jusqu'à les rincer. Après, donc soudain, c'est une autre étape. Donc voilà, donc soudain, donc ça commence, nous allons voir une autre, euh, une autre étape. Donc voilà, nous étions, nous étions ici. Donc la stabilité, nous l'avons donc délimitée dans le texte. Les temps qu'il exprime, donc c'est surtout l'imparfait. Donc vous pouvez bien voir que donc les temps qui sont en abondance dans cette partie de stabilité étaient surtout donc l'imparfait. Euh, Après donc la perturbation, donc les mots qui la montrent, il y a soudain, subitement, couteau, etc. Sa délimitation commence à partir du soudain jusqu'à la fin, où il y a le mot du soleil. Les temps qu'il exprime, c'est surtout donc le passé simple. Voilà, donc c'est le passé simple. Voilà. Donc la première partie, donc la stabilité, donc il y a surtout le, voilà, donc l'imparfait surtout qui est utilisé. Voilà. Donc tous les verbes sont conjugués à l'imparfait. Vous pouvez bien donc le constater, donc etc. etc. Et pour à partir du soudain, c'est là où commence, si vous voulez, la perturbation de l'histoire. Voilà, donc c'est le passé simple. Le passé simple, voilà, le passé simple, le passé simple, le passé simple, et, etc., etc. Donc, euh, vous pouvez bien donc le remarquer. La stabilité donc est décrite par l'imparfait, alors que la perturbation, la partie de la perturbation est, est exprimée par en utilisant le passé simple. Voilà. Donc retour. Voilà. Donc cette stabilité, la partie marquant la stabilité s'appelle la situation initiale. Alors que la partie, si vous voulez, dans laquelle euh, apparaît l'élément inattendu, l'élément perturbateur, donc s'appelle l'étape de l'élément perturbateur ou bien l'étape du nœud de l'histoire. Donc voilà. Donc après, donc le champ lexical dominant, lequel, donc il y a le champ lexical, voilà, du paysage villageois, bois, bassin, lavoir, etc. Il y a beaucoup de mots, donc voilà, de mots dans exprimant le champ lexical, voilà, du paysage, du village où habite Geneviève.
Donc après, les temps dominants, lesquels? Donc nous avons vu donc cela tout à l'heure. Donc les temps dominants sont l'imparfait et le passé simple. Voilà. Voilà, donc le passé simple et l'imparfait s'appellent les temps du récit. Donc c'est ce qu'on appelle les temps du récit. Les temps du récit, juste voilà, comme soutien, j'avais donné en fait cela à domicile, à préparer, à faire une recherche. Et si donc on vérifie et on consolide. Donc les temps du récit, en général, c'est le passé simple, le plus que parfait et l'imparfait. Voilà. Pour le plus que parfait, donc, il n'est pas trop utilisé. Il intervient juste pour, voilà, concordance, voilà, dans le déroulement des événements. Alors que le passé simple et l'imparfait, ils sont prédominants les récits. Dans les récits narratifs, bien sûr. Voilà. Donc, après, après les temps du récit, donc la partie du texte, nous avons vu ça, donc la partie du texte dans laquelle est utilisé l'imparfait, s'appelle la situation initiale. C'est la situation initiale. La valeur dominante de ce temps qui est l'imparfait, c'est la description par lequel en fait on fait le portrait des personnages. Le passé simple est utilisé surtout dans l'élément perturbateur. Sa valeur est l'action soudaine dans le texte. Sinon, il y a d'autres valeurs. Nous allons voir ceci vers la fin dans le bilan. Donc voilà. Une autre question, donc pour en fait, en guise de conclusion, donc comment rédiger donc la situation initiale et l'élément perturbateur? Donc il va falloir réinvestir tout ce que nous avons vu jusque-là, tout ce que nous avons donc relevé et étudié pour pouvoir produire euh, un texte, si vous voulez, euh, contenant la situation initiale et l'élément perturbateur. Voilà. Donc, il va falloir d'abord réviser le bilan avant de répondre à la consigne. Donc, voilà le bilan de notre cours. Voilà. Donc, il y a la situation initiale, il y a l'élément perturbateur, deux premières étapes de la nouvelle. Donc, chaque étape a ses caractéristiques, bien sûr. Donc, nous allons commencer par la situation initiale, ses caractéristiques. Donc, il y a des informations situationnelles, où, quand, qui, etc. Donc, qui figurent dans la situation initiale. Donc, on indique le cadre spatio-temporel de l'histoire, le temps, la date, l'époque, ou bien le moment, ou bien encore la saison. Voilà. Le lieu également, l'endroit, le village, la ville, la rue, etc., où se déroule l'histoire. Deuxième chose, les personnages et leurs portraits. Donc après cette caractéristique qui est l'indication du cadre spatio-temporel, donc il va falloir donc faire un portrait
déjà présenter les personnages en faisant leur portrait. On peut par exemple, dans le portrait, voilà, donc citer le nom, le prénom, l'âge, le sexe, le statut, voilà, du personnage à décrire, puis le décrire physiquement, moralement, relationnellement, vestimentairement, etc. Voilà. Après, on présente l'ambiance en tant qu'ambiance stable. Donc ici, soit on le dit donc directement dans la situation initiale, comme quoi tout était normal, tout était tranquille, etc. Donc on utilise des mots pour, euh, pour dire que l'ambiance est stable, soit on le sous-entendant, si vous voulez, voilà, on laisse le lecteur, si vous voulez, sentir que l'ambiance est bonne. Voilà. Donc ici, après les informations donc situationnelles, il y a des outils de langue donc utilisés surtout dans la situation initiale. Donc il y a des compléments circonstanciels de lieu et de temps, de manière, etc. Donc ces compléments circonstanciels servent, si vous voulez, à l'indication du cadre spatio-temporel et également à caractériser les personnages quand il s'agit des compléments circonstanciels de manière. Donc il y a d'autres moyens en fait, des moyens de caractérisation. Voilà, donc à part ces adverbes ou bien ces compléments circonstanciels de manière, on peut donc caractériser via des adjectifs qualificatifs, des subordonnées relatives, des comparaisons. Si vous voulez, aujourd'hui, nous avons donc dans le cours, si vous voulez, nous avons mis surtout le doigt sur les subordonnées relatives ici. La comparaison, nous allons parler dans un cours à venir. Voilà l'imparfait également. Donc c'est le temps qu'il faut utiliser surtout dans la situation initiale. C'est le temps prédominant. Ces valeurs, les voici. Donc il sert à la description, il sert à exprimer une habitude, à exprimer des actions longues, indéterminées, inachevées, incomplètes. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc c'est des actions indéterminées, longues, ou bien des actions simultanées. Voilà. Par exemple, vous faites quelque chose en même temps qu'une autre chose. Voilà. Donc, nous allons passer à l'élément perturbateur pour voir ses caractéristiques. Voilà, ça répond également, donc ici, dans la situation initiale, ça répond surtout aux questions où, quand et qui. Et dans l'élément perturbateur, ça répond surtout à ces deux questions, quoi et comment. Nous allons voir dans les étapes à suivre le pourquoi, etc. Et d'autres comment, si vous voulez. Mais ici, surtout, c'est le quoi. Donc, c'est l'élément perturbateur, le quoi, et le comment, euh, parfois. Voilà. Donc, ici, on annonce l'événement déclencheur, une chose imprévue qui apparaît et bouleverse la situation initiale. Également, dans l'élément perturbateur, on peut, si vous voulez, parler de l'impact
de cette perturbation sur l'ambiance initiale, déstabilisation, fait insolite, impression d'inquiétude, de peur, etc. Donc après, les outils de langue à investir surtout dans cette étape, il y a des adverbes signifiant un survenant inattendu, comme par exemple soudain, brusquement, subitement, tout à coup, etc. Le passé simple est prédominant dans cette étape d'éléments perturbateurs. Ces valeurs surtout sont action brève, action soudaine, action successive. Voilà. Dans le texte, il y a des actions successives, si vous voulez, hein. Il y en a plein. Voilà. Vous pouvez revenir au texte pour vérifier tout ça. Donc, voilà en gros, le cours est fini. Maintenant, il nous reste juste la production écrite comme tâche à faire à domicile. Donc, rédiger la situation initiale et l'élément perturbateur de la nouvelle déjà imaginé pour le projet de classe. Donc, veillez à remplir les caractéristiques étudiées de ces deux étapes narratives. Voilà, on vient d'étudier ceci. Il faut donc le réinvestir. Diversifier les moyens de caractérisation appris, donc à savoir les adjectifs, les relatifs, etc. Les employer les temps du récit adéquatement aux valeurs contextuelles. Voilà. Nous avons vu tout à l'heure les valeurs donc du temps du récit, donc il faut les employer, voilà, pour chaque étape selon les valeurs, voilà, envisagées par le sens. Voilà, donc le cours est fini. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Merci.